Accueillons, mesdames et messieurs, Éric Martin. Oui, exact. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler d'indépendance. C'est toujours un plaisir de parler de l'indépendance. Ça donne l'impression qu'elle se rapproche à chaque fois qu'on en parle. Ça fait déjà sentir un peu mieux. Alors, je vais essayer en 45 minutes de vous résumer le propos que vous trouvez là-dedans. Ça s'appelle « Un pays en commun » chez Éco-Société. Donc, si jamais ce n'est pas clair, il y a toujours le secours d'aller directement au livre. Ma présentation porte sur le lien entre deux choses. La dialectique entre la question nationale et la question sociale. Le lien, le mouvement inséparable qui relie la libération politique du peuple du Québec, l'indépendance, d'un côté, et de l'autre côté, c'est ce que j'appellerais la libération économique, c'est-à-dire la critique et le dépassement nécessaire du mode de production capitaliste. Donc, mon argument essentiel, c'est qu'on ne peut pas séparer ces deux choses-là et que lorsque nous les séparons, nous avons des problèmes. Bon, d'abord, à l'époque où on a commencé à parler d'indépendance ici, de manière grand public, dans les années 60, il s'agissait, comme le disait Pierre Bourgault, on ne veut pas être une province pas comme les autres, on veut être un pays comme les autres. Donc, Bourgault nous appelait à nous normaliser, c'est-à-dire à épouser, au fond, le courant de tous les pays du monde qui avaient fait leur décolonisation puis leur indépendance. À l'époque, faire l'indépendance, ça voulait dire s'ajuster, arriver en ville, se mettre au diapason de l'histoire. Alors que maintenant, c'est plus compliqué. On est passé dans une nouvelle période, une nouvelle ère des sociétés, où il s'agit plutôt de recommencer à faire de la politique et de recommencer à faire de l'histoire après qu'on soit entré dans ce que certains ont appelé la fin de l'histoire, puis la fin du politique. Donc, autrement dit, de réinjecter du politique dans une période qui a tendu à le détruire. Alors, on sait bien que la mondialisation capitaliste néolibérale, elle a constitué en vaste partie dans le monde à démanteler les souverainetés, pas seulement celle du Québec, qui en a d'ailleurs jamais vraiment joui, mais celle de tous les États nationaux dans le monde, qui ont été progressivement grugés, rognés dans leur capacité de décider pour eux-mêmes. Donc, on est dans une ère où, en tout cas pendant des décennies, à partir des années 80-90, on nous a chanté les louanges de la mondialisation soi-disant heureuse, et maintenant on s'aperçoit que cette mondialisation est en faillite. Elle ne fonctionne pas. Le libre-échange est en faillite et n'a pas amené la prospérité pour les peuples. Et donc, nous sommes dans une ère de retour à la question de la souveraineté. La question de la souveraineté revient, mais c'est plus difficile qu'avant. Avant, il s'agissait, je dirais, de rejoindre une sorte de mouvement de l'histoire qui allait en direction de l'émancipation, de la décolonisation d'une série de pays, alors que maintenant, il s'agit de se battre pour réimposer l'idée de la capacité de décider des peuples dans une période qui avait voulu l'oublier et la remettre entre les mains de mécanismes, de systèmes dans les marchés, dans les machines, dans les algorithmes, etc. Donc, se réapproprier une capacité politique qui avait été délestée dans des mécanismes extérieurs impersonnels. Voilà. Le capitalisme mondial, la mondialisation ou la globalisation, pour parler comme Michel Freytag, je vous renvoie à l'ouvrage « L'impasse de la globalisation » qui a été publié aussi chez Éco-Société par Michel Freytag, qui est un sociologue de l'UQAM qui est décédé en 2009. Alors Freytag nous disait que le capitalisme mondial est quelque chose qui se répand en détruisant partout le tissu social et culturel des sociétés. Et donc l'enjeu, ce n'est pas seulement de se réapproprier un pouvoir de décision au niveau économique, de choisir comment on va produire ou de manière plus écologique, etc. Ce n'est pas seulement une question économique ou écologique, c'est vraiment une question de savoir comment nous pouvons sauver encore ce qu'il reste de nous en tant que peuple, c'est-à-dire au niveau culturel, au niveau symbolique, au niveau historique, au niveau politique, au niveau artistique, etc. Donc, récupérer la souveraineté, ce n'est pas seulement reprendre le pouvoir de décider politiquement ou économiquement ou environnementalement, c'est essayer de sauvegarder ce tissu socio-symbolique, culturel, politique, que le capital tend à détruire. Autrement dit, l'argument ici, c'est que le capitalisme tend à réduire la vie à l'économie. Alors que ce qu'il s'agit de faire, c'est de sortir de cette espèce de réductionnisme et de réaliser que la vie humaine ne se limite pas à l'économie et qu'elle est beaucoup plus large que ça. Il faut donc, contre la barbarie de la globalisation capitaliste, penser ensemble la souveraineté d'un point de vue, je dirais, politique et culturel, et un projet de démocratisation de l'économie en vue de former un projet post-capitaliste. Donc, être capable de mettre des limites à cette espèce de monstre qui s'appelle le capitalisme globalisé et le faire à partir d'un ensemble de valeurs. Et où va-t-on les trouver, ces valeurs? Nulle part ailleurs que dans la culture des peuples. C'est la culture des peuples qui sert de réservoir pour penser, au fond, ces limites,
pour dire ce à quoi on tient, ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut préserver, ce qu'on veut garder, mais aussi ce qu'on veut transformer. Il y a quantité de choses qui devront être transformées, mais c'est toujours à partir de cet enracinement dans une culture concrète, dans des valeurs, dans des mœurs, que ces décisions peuvent se prendre. Donc, ce n'est pas seulement un projet, je dirais, administratif ou de changer de mode de gestion ou de gouvernance, comme on aime à le dire. C'est beaucoup plus profond. Hein? C'est se réapproprier la capacité de décider à partir de ce fond culturel, symbolique commun. Et donc, créer des institutions politiques d'autogouvernement au niveau politique, mais aussi au niveau économique, ça suppose aussi de sauver ce tissu socio-symbolique et culturel. Et c'est comme ça qu'on parvient à une véritable souveraineté populaire, non seulement en termes de capacité de décision, mais en termes de capacité de permettre de continuer à exister, de maintenir dans l'existence de l'histoire quelque chose comme ce que le philosophe Hegel appelait l'esprit des peuples. L'objectif ici, depuis assez longtemps, au fond, c'est de créer une République du Québec. C'est d'ailleurs au programme de tous les partis souverainistes parlent de ça, de créer la République du Québec. Les patriotes parlaient de ça en 1837-38. Sauf qu'une république, ce n'est pas seulement une tête. Hein, on ne change pas seulement la tête du gouvernement. La République, disait Jean Jaurès, c'est quelque chose qui doit aussi descendre jusque dans les ateliers. Quand il disait que la République devait descendre jusque dans les ateliers, ça voulait dire que ce n'est pas seulement de redevenir des citoyens et citoyennes qui peuvent décider de questions politiques une fois aux 4 ans, mais c'est que la démocratie, la liberté, le pouvoir de décider doivent atterrir dans la vie quotidienne jusque dans le travail, jusque dans les décisions les plus importantes qui concernent la production, la consommation, qui sont au fond les décisions les plus importantes à chaque jour que nous prenons. Comment est-ce qu'on peut penser devenir libre, indépendant, hein, si effectivement on se dote d'un pays et d'un drapeau, mais que par ailleurs, de l'autre côté, nous maintenons dans l'existence un système appelé le capitalisme, dans lequel il y a une logique d'exploitation et de non-liberté qui fait en sorte que la plupart des gens n'ont pas la capacité de décider des conditions de la production. Et donc, l'argument ici, c'est qu'on ne peut pas prétendre être libre ou à la libération nationale si de l'autre côté, on maintient l'esclavage salarié, le travail aliéné, ou ce que vous appelez la non-liberté économique. Bon. Même chose pour le pouvoir des multinationales. Comment est-ce qu'on peut parler d'indépendance pour un peuple si, dans les faits, en pratique, toutes les décisions importantes sont remises entre les mains d'organisations ou de corporations ou d'entreprises multinationales qui, dans les faits, hein, on parle toujours de libre marché, mais dans les faits, on sait que ce à quoi on a affaire, c'est un mécanisme extrêmement autoritaire, extrêmement centralisé, où le pouvoir appartient à un micro-groupe de grandes entreprises oligopolistiques qui contrôlent la plupart des grands secteurs de l'économie. Bon, alors il me semble que les exemples sont assez simples pour comprendre que nous n'avons pas le choix, si nous voulons une véritable liberté, une véritable indépendance, de faire descendre la République jusque dans la production, ce qui veut dire que la liberté ne s'arrête pas aux politiques, mais doit déborder dans la sphère également de l'économie. Et que ces deux questions sont inséparables, elles sont liées, comme je le disais d'entrée de jeu. D'autant plus qu'actuellement, notre mode de développement, il est en train de se casser la gueule. Quand je parle de socialisme, souvent les gens me disent « Oh, ça n'a pas fonctionné, etc. » Bon, effectivement, c'est vrai que les exemples historiques que nous avons eus ont été des exemples d'échecs malheureux. Sauf que présentement, ce n'est pas le socialisme qui est en train de détruire le monde, c'est le capitalisme globalisé. Mon collègue Éric Pinault disait récemment que nous avons à peu près 20 ou 25 ans pour changer notre mode de développement. Michel Freytag avait écrit un article « Combien de temps le développement peut-il durer? » Point d'interrogation. Combien de temps pensons-nous encore pouvoir maintenir cette folie dans laquelle nous sommes actuellement, qui dégrade absolument les territoires, la nature, à un point critique? Déjà, actuellement, il y a plusieurs puissances cataclysmiques qui ont été déclenchées. Nous pouvons tout au plus éviter le pire, dans le cas du réchauffement, par exemple. Or, on ne fait rien. Nous savons que la conférence de Copenhague, conférence de Paris, etc., des grosses réunions, et au bout de la ligne, ça accouche de souris. Et c'est irresponsable, puisque nous savons que nous sommes dans une situation sans précédent dans l'histoire de l'humanité où la crise écologique nous menace. Et donc, notre mode de développement actuel est en faillite. Nous devons absolument imaginer, inventer quelque chose d'autre. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. Souvent, quand je dis ça, les gens disent « Ah, vous êtes du genre de personne qui pose des conditions à l'indépendance. » Non, non, ce n'est pas une préférence personnelle. Ça s'appelle les limites géophysiques de la Terre. Le capitalisme est un système qui repose sur une abstraction, sur un délire, et il est en train de se casser les dents sur ce qu'on pourrait appeler le principe de réalité. Donc, le mouvement indépendantiste au 21e siècle, il n'a pas le choix de faire face à certains défis. C'est-à-dire, il n'a pas le choix de réimaginer un autre mode de développement autre que celui basé sur la croissance infinie de la production, ce que certains appellent la décroissance. Bon, vous imaginez la décroissance. Et il n'a pas le choix non plus, ou d'autres appellent ça l'éco-socialisme. Bon, peu importe le nom qu'on y donne, c'est la même idée, c'est-à-dire
mettre des limites à ce système de production qui, autrement, va tout détruire. Et donc, il n'a pas le choix non plus de penser en termes écologiques. Comment allons-nous surmonter ou en tout cas éviter le pire dans le cas de la crise écologique? C'est des défis concrets que le mouvement indépendantiste doit absolument reconnaître. Et donc, on ne peut plus penser l'indépendance comme à l'époque des 30 Glorieuses, comme si nous étions encore dans l'essor économique de post-Deuxième Guerre mondiale, où il s'agissait au fond de s'inscrire dans la croissance, puis de défendre le Québec Inc., etc. Une mentalité de on va faire notre propre développement capitaliste, on va construire nos propres capitalistes, puis comme ça, ça ne fonctionne plus. Ça. Ce logiciel-là est en retard d'une guerre. On est ailleurs. L'avenir, c'est l'exigence de réinventer le discours indépendantiste en tenant compte des défis objectifs qui nous sont posés, donc la faillite du modèle de développement capitaliste et la crise écologique. Bon, d'entrée de jeu, pour les gens qui voudront s'intéresser davantage aux sources théoriques de ce que je suis en train de dire ici, j'en ai déjà nommé quelques-unes, mais je parle à partir d'une approche qui est clairement marxiste. Beaucoup des penseurs de l'indépendance, dont j'ai traité dans mon livre, essayaient de penser l'indépendance à partir de la pensée de la philosophie qu'ils allaient souvent chercher en Europe. Je pense à la revue Parti pris, par exemple, dans les années 60. Ces gens-là, c'était des marxistes. Et donc, ils essayaient de penser à travers des lectures, soit celle de Marx ou celle de Sartre, ou encore celle des penseurs du socialisme décolonisateur, comme Fanon, Memmi, Berck. Alors, ils importaient ces idées d'ailleurs et ils essayaient de les adapter pour penser ce qu'on pourrait appeler avec Fernand Dumont un socialisme d'ici. Donc, je parle à partir d'une posture semblable, ce qu'on pourrait appeler le courant socialisme-indépendance. L'idée qu'au fond, on doit avoir une analyse à partir d'une théorie, disons, marxisante, d'essayer de penser le dépassement du capitalisme. Je parle aussi à partir de l'œuvre de Michel Freytag, j'en ai glissé un mot tantôt. À mon avis, c'est absolument essentiel. Puisqu'on est dans une université d'été, je ne me sens pas trop mal de vous faire quelques références livresques, il faut quand même aller lire ce que Michel Freytag a écrit sur la question du rapport entre la souveraineté et la globalisation, notamment dans le livre, comme je parlais tantôt, L'impasse de la globalisation. Donc, l'approche dont je pars, c'est une approche qui considère la société comme un tout. C'est-à-dire que nous devons regarder la société québécoise comme une totalité empêchée d'advenir à elle-même. Donc, c'est une totalité niée. Comme le dit d'ailleurs Jean Boutillette dans un excellent livre qui s'appelle « Le Canadien français et son double ». Ça, c'est ma découverte de l'été. C'est un livre qui vient d'être réédité chez Boréal. Absolument fabuleux. Probablement un des meilleurs livres sur la psyché québécoise puis la colonisation. Alors, dans « Le Canadien français et son double », Jean Boutillette nous dit « Le Québec, c'est une totalité qui a été niée dans sa capacité de disposer d'elle-même. » Pourquoi nier? Pour des raisons bien évidentes que, bien sûr, il y a une domination du fédéral. Donc, d'une part, c'est une nation annexée et conquise, pour parler comme Maurice Séguin ou Pierre Falardeau, qui aimait bien reprendre cette formule aussi. Le Québec est une nation annexée et conquise. Depuis la conquête, puis aussi l'acte d'union de 1840, nous sommes une nation annexée, politiquement. Mais cette analyse est bien sûr extrêmement incomplète si elle ne reste qu'à considérer la domination des institutions fédérales. C'en est toute une, quand même. Des institutions monarchiques, une constitution qu'on n'a jamais signée, un régime colonial. Il y a tout cet appareil. J'entends des gens, souvent des amis qui sont mystérieusement à Radio-Canada, ça répond peut-être à votre question, qui me disent que le colonialisme, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il suffit de regarder pourtant nos institutions politiques pour voir qu'elles portent encore la marque de cette domination coloniale. Puis les Autochtones le savent très bien, d'ailleurs. De leur point de vue à eux et à elles, ils le critiquent. En disant, quand il y a eu le 150e récemment, le Canada, dispositif colonial, ben oui, c'est encore un dispositif colonial, puis nous aussi, on est pris dedans. Marc Chevrier a écrit des bonnes choses là-dessus dans Hommage à une idée suspecte sur la République. Bon, alors, il y a domination politique du fédéral d'un côté, mais c'est bien incomplet si on oublie de l'autre côté la domination économique, capitaliste. À l'époque de Parti pris, ces gens dont je disais tantôt qui s'inspiraient de Marx et du socialisme décolonisateur, ce qu'ils nous ont apporté, c'est cette synthèse entre la critique de l'aliénation politique et la critique de l'aliénation économique. Et l'idée qu'on doit absolument penser les deux en même temps, et ne pas les séparer. Et quand on les sépare, on a des problèmes. Soit on devient un indépendantiste, mais qui laisse de côté les questions du capitalisme ou d'environnement, je ne nommerai personne, mais vous pensez à qui vous voulez. Ou alors, on devient des gens de gauche, mais pour qui l'indépendance, c'est suspect. C'est quelque chose peut-être même un peu raciste, on ne sait pas trop. Bon, on entend toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Donc, quand on sépare ces deux questions-là, on a des problèmes. Soit on sépare l'indépendance de la libération économique, soit on sépare de la libération économique de la question politique. J'ai utilisé un terme, il y a 2 instants, le terme d'aliénation. C'est un terme qui vient de Marx. Le capitalisme est un système qui travaille à rendre les individus, puis à plus forte raison les collectivités, étrangers à elles-mêmes. Étrangères à elles-mêmes. Donc, l'aliénation, c'est un mécanisme qui travaille à faire en sorte que ce qui devrait être approprié par une communauté politique
puis une communauté de production économique, la puissance collective d'agir, non seulement dans le travail, mais en général, politiquement, cette puissance d'agir des collectivités, elles en sont privées. C'est ça, l'aliénation. Marx disait que l'aliénation avait plusieurs dimensions différentes. Hein. Celui qui est aliéné, on peut dire aussi colonisé, bon, celui qui est aliéné, il ne se possède pas lui-même. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas la pleine possession de son être humain à part entière. Il est réduit à quelque chose comme une sous-espèce d'être humain. Il n'a pas non plus le contrôle sur son activité quotidienne, ce qu'il produit, comment il va le produire, avec qui il va le produire, dans quelles conditions. On lui dit quoi faire. Il n'a pas non plus la maîtrise sur l'objet qu'il produit. Hein, ce n'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il va fabriquer, qu'est-ce qui va en être fait de ses marchandises, où ça va aller. Son objet lui est dessaisi. Il n'a pas non plus le loisir d'avoir des vrais rapports sociaux avec les autres. Dans la société capitaliste, les rapports sociaux sont réduits à des rapports de concurrence, à des rapports de compétition. Il ne connaît pas son patron en tant qu'être humain, mais en tant que patron, ainsi de suite. Donc, c'est des rapports sociaux aliénés. Il n'a pas accès à la nature non plus, pour toutes sortes de raisons. La nature, c'est une matière première à transformer. Il habite en ville, donc il ne voit pas la campagne. Toutes sortes de raisons. Ou peut-être qu'on privatise des rivières à saumon dans le nord, et donc il ne peut pas aller à la pêche au saumon parce que ça, c'est réservé pour les démarrais. Dans tous les cas, la personne aliénée dans le capitalisme n'a pas un véritable accès à la nature et au territoire. Elle est privée de cet accès, hein, et cantonnée dans un rapport aliéné à la nature. Mais à plus forte raison, nous dit Marx, l'aliénation, ce dont elle nous prive, c'est de la société. Hein, pour parler comme Michel Freytag, c'est l'oubli de la société. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être social. Il n'existe qu'à travers son membership dans une communauté. C'est parce qu'il fait partie d'une communauté politique qu'il peut par la suite, ou elle peut se définir, la personne, hein, en tant que subjectivité. Or, dans le capitalisme, ce rapport à la société, il est détruit. Alors, chacun est renvoyé à lui-même dans une sorte d'individualisme, d'égoïsme, dont on connaît bien la chanson. Hein, c'est le discours des libéraux, c'est le discours de la CAQ, c'est le discours de l'égoïsme marchand. Vous connaissez bien ça. Donc, l'important, c'est que dans cette lecture des choses, la société s'est réduite à un instrument extérieur que je vais utiliser pour en tirer quelque avantage. C'est tout. La société, c'est quelque chose que j'utilise. Un contribuable, je veux des services, hein, je veux de retour sur mon investissement. Donc, la société, ce n'est pas le lieu où je me réalise avec d'autres en tant que membre d'une communauté de culture et de sens. La société, dans le capitalisme, est réduite simplement à un instrument que je vais utiliser. Pour les capitalistes, c'est l'instrument que je vais utiliser pour faire du profit. Pour les travailleurs et travailleuses, c'est l'instrument que je vais utiliser pour avoir un maigre salaire. Mais tous ont en commun de jamais vivre dans une vraie société à part entière parce qu'elle est réduite, au fond, à un instrument. Voilà les différentes, je dirais, dimensions de l'aliénation qu'on trouve chez Marx. Frank Fischbach, le philosophe français, a une belle expression pour résumer ça. La privation de monde. Le capitalisme prive les gens d'un vrai rapport au monde. Nous sommes privés de monde. Nous sommes sans objet. Et donc, la vie est réduite à la production-consommation capitaliste, à la vie d'un individu atomisé, déraciné, un individu hors sol, qui ne devrait rien au monde commun ou à la collectivité. On peut dire un individu postmoderne, un citoyen de ce grand pays postmoderne qui s'appelle le Canada. Qu'on soit de gauche ou de droite, rendu là, c'est plus si important. En fait, dans le Canada, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut être n'importe quoi. On peut être n'importe quoi. Hein, comme le disait Jean Boutillette, on est un Canadien qui, par ailleurs, s'adonne à parler français. Mais on pourrait aussi, comme a dit le politologue Alan Cairns, à propos des Autochtones, hein, ils les appelaient des Citizens Plus. C'est des Canadiens qui ont un petit plus, ils ont une plume. Donc, chacun, au fond, dans le Canada, est un Canadien dans un grand pays qui n'a pas trop de sens, mais il peut avoir une coquetterie particulière. Donc, si vous voulez parler français, c'est libre à vous, mais si vous voulez arrêter aussi, c'est pas grave. C'est une particularité accidentelle de l'individu. Bon. Alors, on mesure le mépris d'une telle approche pour les collectivités, non seulement la nation québécoise, mais aussi les nations autochtones. C'est-à-dire que c'est permis dans le Canada d'exister en tant qu'individu avec toutes sortes de préférences particulières, d'idéologies particulières, comme je disais tantôt, de gauche, de droite, peu importe. L'important étant d'accepter que ce qui nous unit, le grand tout qui nous unit, lui, n'a pas de contenu. C'est un pays sans contenu. D'ailleurs, on le voit avec Justin Trudeau qui peut changer de costume comme il change de chemise. Hein, au fond, non seulement il est vide du point de vue de toute substance, il est vide du point de vue de toute substance dans son discours, mais il est vide de toute substance, même culturelle ou politique. C'est une page blanche sur laquelle n'importe quoi peut venir s'inscrire et partir le lendemain. C'est la réalisation de l'impermanence des phénomènes dont parlaient les bouddhistes. Il n'y a rien là-dedans. Okay? Bon.
On rit, mais c'est quand même ça, le Canada. Hein? Kenneth McRoberts, l'historien canadien, disait que c'est le premier pays postmoderne. Donc, dans le Canada, ce qui ne peut pas exister, ce sont des collectivités nationales en tant que nation, c'est-à-dire en tant que lieu collectif d'exercice d'une souveraineté d'un peuple sur lui-même. Ça, ce n'est pas permis. Et quand vous demandez ça, vous avez des problèmes. Donc, vous demandez n'importe quoi. Comme disait Hubert Aquin, dans la fatigue culturelle du Canada français, ils vont vous donner des subventions pour la Saint-Jean-Baptiste, ils vont vous donner des subventions pour faire des pow-wow autochtones, pas de problème. Mais ne demandez pas la liberté politique, par contre. Ça, vous ne l'aurez pas. Ça appartient à la couronne. Okay? Donc, nous sommes dans ce drôle de pays étrange, qui n'est pas un pays, en fait, qui s'appelle le Canada, un pays déraciné, dans lequel notre culture et notre société, elle ne peut pas exister en tant que société. D'où l'idée d'oubli de la société, de privation de monde, d'aliénation, de perte de la société dont je parlais tantôt. Et dans ce contexte, la puissance d'agir des individus, comment est-ce que nous sommes reliés entre nous si ce n'est plus par la société? Bien, on sait très bien par quoi. Par la production, par la consommation de marchandises, et aussi par, on en parlait tantôt, une logique médiatique spectaculaire dans laquelle on est tous branchés sur la communauté mondiale de Zuckerberg. On n'appartient plus au Québec. On n'appartient plus à un monde commun, une collectivité. On appartient tous en tant qu'individus, avec chacun son profil, dans la communauté mondiale de Zuckerberg, qui est au fond la communauté capitaliste sans frontières, celle de Facebook, celle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Bon. Et donc, à qui profite, bien sûr, cette opération de déracinement généralisé? C'est bien sûr à ceux qui... C'est le 1%, c'est-à-dire la classe dominante mondiale, une hyper-bourgeoisie, ce qu'on appelle une overclass, une hyper-bourgeoisie globalisée, apatride, hein, comme disait Chartrand, le capitalisme, c'est un système asocial, amoral, apatride. Hein. Donc, une hyper-bourgeoisie déracinée qui circule partout dans le monde hein, et qui, pour seule patrie, a le profit. Et qui décide partout d'organiser hein, la dissolution de ces communautés d'appartenance concrètes que sont les sociétés, les cultures, les peuples, en lieu et place de mettre cette espèce de monde uni par deux logiques, la logique économique, la logique technologique, informatique. Et les deux s'emboîtent ensemble. Le dispositif cybernético-économique, technico-économique, hein, l'un ne va pas sans l'autre. La technologie informatique étant le support matériel par lequel le capital globalisé peut s'accomplir. C'est dur de globaliser le capitalisme sans l'Internet, mais quand vous avez l'Internet, c'est plus facile. Bon. Si nous retournons à parti pris dans les années 60, quelles leçons ont-ils pour nous? Cette leçon que nous devons combattre la double aliénation dont nous sommes victimes. Bien sûr, le contexte a changé. On est dans un autre type de capitalisme, d'autres types de technologies, etc. Mais il y a quand même derrière une intuition fondamentale que nous ne pourrons pas être libres ici si nous ne combinons pas les dimensions politiques et économiques de la lutte contre l'aliénation, si nous n'affrontons pas les deux formes d'aliénation en même temps. Quand je dis en même temps, c'est-à-dire dans la stratégie, évidemment, il peut y avoir des moments où il faut insister davantage sur l'une, d'autres moments où il faut insister sur l'autre. Ça, c'est de la tactique, bien sûr. Mais il faut comprendre, je dirais, le fond de la question. Dans le fond de la question, ces deux choses-là sont consubstantielles, inséparables. Alors après ça, bon, on peut avoir des discussions. À quel moment vaut-il mieux mettre l'emphase ici? Bon, ça, je n'entre pas dans ça. Je parle, comme dirait Platon, non pas du réalisable, mais du souhaitable. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à terme? C'est que le peuple du Québec, non seulement récupère sa souveraineté politique contre la domination fédérale, mais aussi qu'il récupère la capacité d'agir, la puissance d'agir de la communauté contre le capitalisme globalisé. Et d'ailleurs, la souveraineté peut servir à ça. C'est-à-dire que la souveraineté, se battre aujourd'hui pour la souveraineté, c'est aller à contre-courant de la logique de la globalisation capitaliste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le mot de souveraineté, prononcer le mot souveraineté en Europe, les gens font des gros yeux. Hein, vous allez en France, vous dites « je suis pour la souveraineté ». Pour eux, c'est presque comme si vous disiez pour le fascisme. Hein, tellement l'impression de l'ouverture au monde, de l'Union européenne, de la mondialisation. Donc, la souveraineté a été idéologiquement présentée comme un signe de fermeture. Fermeture à l'autre, fermeture au monde. Bon, c'est complètement faux. Bien sûr, il y a des formes de souveraineté qui ressemblent à ça. On sait c'est qui. Souveraineté de droite, d'extrême droite, il y en a. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus ce qu'on voit, puisque au fond, la gauche, comme elle a de la difficulté à s'occuper de la question de la souveraineté, je parle en Europe, aussi bien peut-être qu'ici, hein, bien, ça fait que c'est laissé entre les mains, effectivement, de ces groupes qui lui donnent un contenu absolument réactionnaire. Sauf que la souveraineté n'est pas nécessairement une logique de fermeture. La souveraineté peut être aussi un puissant levier, comme le disait Gilles Gagné, contre la globalisation. Et de reconstruire du politique plutôt que de laisser le pouvoir de décider entre les mains de toutes ces instances internationales, OMC, OCDE, FMI, Banque mondiale, les marchés, les machines, Facebook. Bon, vous comprenez que le dispositif qui s'est mis en place est un dispositif qui s'est construit sur la
la liquidation de la souveraineté et son aspiration par en haut. Ça a été siphonné par le haut. En fait, l'État a été détruit de deux manières. Il a été détruit par en haut et par en bas. C'est-à-dire qu'on siphonne par en haut la capacité de décider, on aspire ça dans des instances transnationales, multinationales, mondialisées. Puis sinon, par en bas, on gruge, puis on défait l'école ici, on défait les services publics là, la santé. Là, on le voit dans les journaux ces temps-ci, mais ces deux logiques-là sont complémentaires. Ça gruge, au fond, l'ancien État-nation social-démocrate par en haut et par en bas. Bon. Bref, nous devons donc attaquer les deux dimensions de l'aliénation ensemble, aliénation économique, aliénation politique, et les dépasser en même temps. Donc, atteindre ce que Fernand Dumont appelait le socialisme d'ici, ça exige de penser la dialectique entre question nationale et question sociale. Un ajout aussi intéressant à l'époque, c'est le Front de libération des femmes. En 1970, les féministes vont lire le manifeste du FLQ et vont s'apercevoir qu'il n'y a absolument rien dans le manifeste du FLQ sur la condition des femmes. Et donc, leur réaction, ça va être de fonder le FLF, qui va publier un journal qui s'appelle Québécoise debout, mais un chapitre dans mon livre concerne cette question. Et elles vont donc ajouter l'oppression patriarcale à la liste des oppressions dont il faut se débarrasser. Mais encore là, ce qui est intéressant, c'est exactement comme à parti pris, la même volonté de ne pas séparer les questions et de les synthétiser ensemble. Elles appellent ça la triple oppression. Donc, l'oppression nationale, l'oppression capitaliste, l'oppression homme-femme, c'est pensé comme une synthèse devant être dépassée du même coup, plutôt que de séparer ou d'opposer les questions, comme c'est un peu à la mode aujourd'hui de le faire, malheureusement, dans le débat public. Généralement, au fond, aujourd'hui, on dit qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est la question des femmes? Oh non, c'est moi qui ai raison, etc. Et toute espèce de chacun tire la couverture de son côté, alors qu'à l'époque, ce qui était très fort, c'était cette capacité d'amener ensemble les différentes oppressions et de les synthétiser, non seulement au niveau théorique, mais dans la pratique de lutte également, pour gagner sur tous les fronts. Bon. Donc, en résumé, nous avons un problème parce que nos institutions, et quand je dis institutions, je le dis au sens large. Ça concerne les institutions politiques, mais aussi nos institutions économiques, tout ce qui organise la vie collective ici. Nos institutions sont sous le coup d'une double aliénation qui empêche l'autogouvernement ou l'auto-organisation. Et par le fait même, la culture du peuple québécois ne peut pas s'exprimer parce que, on parlait des institutions médiatiques tantôt, c'est un autre problème. Hein? La logique qui fait que nos institutions sont dans une corruption instrumentale ou asservie à la logique capitaliste fait en sorte que le fonds culturel du Québec ne peut pas s'exprimer. Je vous donne un exemple absolument affligeant, la médiathèque Gaétan d'Hostie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Gaétan d'Hostie, c'est quelqu'un qui a une collection privée, un musée privé, dans lequel il y a des originaux du Refus global, des lettres inédites de Claude Gauvreau, plein de morceaux de notre histoire absolument incroyables. Jusqu'à tout récemment, c'était hébergé sur la rue de la Montagne, dans une maison. Et maintenant, c'est devenu... il n'y a plus de lieu pour ce musée. Et donc, si rien n'est trouvé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, cette collection pourrait éventuellement disparaître. Comment se fait-il que des pièces d'anthologie aussi importantes pour la culture d'un peuple ne soient pas dans un musée, dans une institution? C'est un exemple. Au Québec, il se fait autour de 30 longs métrages par année, puis généralement, on en connaît un ou deux. Okay? Où vont les 28 autres films? On ne sait pas. Même chose pour les essais québécois. On discute de certains d'entre eux, mais beaucoup d'entre eux, on n'entend pas parler. Sauf peut-être dans les cahiers de lecture d'Action nationale. Mais on a un problème, c'est qu'au fond, nous produisons quelque chose comme un contenu sur nous-mêmes, mais à cause de l'aliénation de nos propres institutions, ce contenu-là, aussitôt exprimé, il disparaît dans les terres. C'est un grave problème. Bon, donc nous devons faire ce travail sur les institutions pour nous les réapproprier. Changer les institutions, changer la Constitution, changer le régime politique. Ce n'est pas seulement un problème institutionnel, j'en ai glissé un mot tantôt, mais qui vit sous des institutions aliénées a aussi un problème, je dirais, de conscience, un problème de psyché, un problème d'âme. Nous sommes des colonisés, et être des colonisés, ça veut dire souffrir dans la part la plus intime de nous-mêmes, même dans l'inconscient. Ça a été bien montré par toutes sortes de gens, à parti pris, bien sûr, par Pierre Vallière, par André d'Allemagne, le colonialisme au Québec, très, très, très bon livre, et Jean Boutillette, dont j'ai parlé tantôt. La domination est intériorisée par les Québécois et Québécoises dans la psyché collective. Ça se manifeste de toutes sortes de manières. Ça peut se manifester par une sorte de culpabilité, dit Boutillette. On se sent mal, au fond, de revendiquer cette chose. Pourquoi est-ce qu'on demande encore l'indépendance dans un monde si ouvert et si tolérant? Les Canadiens anglais sont gentils, après tout. Pourquoi est-ce qu'on leur veut tant de mal? Bon, une culpabilité de vouloir, au fond, cette indépendance. Ou même une haine de soi. Boutillette, au fond, dit qu'il y a eu deux réactions dans la psyché des colonisés, deux idéologies principales par lesquelles ça s'est manifesté. La première, c'est le nationalisme traditionnel, c'est-à-dire un fantasme de retour à l'époque d'avant la conquête, à la Nouvelle-France,
où la totalité québécoise, dans son unité, n'avait pas été déchirée par la domination fédérale, ni par le conflit de classe capitaliste. Donc, la totalité, au lieu d'être déchirée, elle était, de manière fantasmée, un peu là, dans une belle unité. Donc, nous avons encore aujourd'hui des nationalistes conservateurs pour qui l'essentiel de leur discours, c'est de dire qu'il faut retourner à une sorte d'unité de la société d'avant les conflits. Souvent, d'ailleurs, les conflits aujourd'hui sont majoritairement des conflits d'ordre religieux, okay, ou d'immigration. Bon. Et donc, l'idée, c'est qu'il y aurait il y a un discours qui voudrait que des immigrants viendraient menacer l'unité de la totalité, puis donc il faudrait, contre les réfugiés, les immigrants, etc., reconstruire l'unité de la totalité. C'est ce que j'appellerais nationalisme traditionnel, nationalisme conservateur, conception, je dirais, figée, chosifiée de l'identité, en revenant dans le passé où tout allait bien, plutôt qu'aujourd'hui faire face à différentes forces qui voudraient briser l'unité de la société. L'autre attitude, dit Boutillette, c'est l'inverse, ce qu'il appelle la raison pan-canadienne dépersonnalisante. Vous avez en face la réaction complètement opposée, c'est-à-dire on abandonne la nation, c'est réactionnaire, c'est bon pour le passé, on embrasse au fond la logique multiculturelle canadienne, et d'ailleurs on en vient à se détester, si jamais on a déjà été indépendantiste, on en vient à se détester en disant comment avons-nous pu penser des choses aussi scandaleuses, aussi fermées à l'autre, alors que l'heure est à l'ouverture, et ainsi de suite. Bon, mais dans les deux cas, okay, les deux manières de réagir sont mauvaises. Okay? Ces deux manifestations pathologiques, ces deux symptômes. La tentative de revenir à une unité de la nation fantasmée qui ne tient pas compte des réelles causes de l'oppression et qui ne les règle pas en pratique. Hein, tous les chroniqueurs du Journal de Montréal qui chialent, Martineau, etc., ils ne sont pas en train de construire l'indépendance, d'aucune manière, sur une base large. D'abord, ils aliènent les immigrants, c'est pas une très bonne idée, hein? Puis la jeunesse, puis la plupart des gens progressistes. Ils sont en train de déconstruire un mouvement. Okay? Donc, cette unité fantasmatique dont ils rêvent, dans les faits, ben d'abord, elle ne peut pas exister parce qu'il faut tenir compte du pluralisme, etc., mais ils sont en train, effectivement, de la déconstruire. Donc, cette unité-là, c'est uniquement verbal. En fait, c'est un truc essentiellement culturel. On exprime par la parole des choses qu'on ne fait pas en pratique. T'sais, au fond, on fantasme un retour à l'unité de la nation, mais dans les faits, on ne construit absolument rien. Plutôt, on déconstruit. Mais l'autre truc n'est pas mieux. L'espèce de raison pan-canadienne dépersonnalisée, hein, que j'entends un peu partout aujourd'hui, même chez des gens de gauche qui me disent « Non, l'indépendance, c'est dépassé. Maintenant, il faut plutôt penser de manière, je sais pas, altermondialiste ou autre, dans un monde sans frontières, l'humanisme, bon, toutes sortes de choses, tout sauf la moindre indépendance. Et tout sauf le moindre socialisme, pour reprendre la formule de Pierre Vadeboncoeur. Hein? Donc, ma présentation est fondée sur l'idée que socialisme et indépendance doivent être pensés ensemble. Dans ce cas-là, on ne pense ni socialisme ni indépendance. On dit, au fond, il faut se fondre dans soit le grand melting pot canadien, ou mieux encore, dans l'humanité abstraite. C'est un cosmopolitisme abstrait. Bon. Ces deux idéologies, nationalisme traditionnel de conservation et pan-canadianisme dépersonnalisé, sont deux impasses. Et pendant ce temps-là, les institutions, les normes juridiques, les structures, le droit, la Constitution, le régime fédéral colonial, mais aussi toutes les formes capitalistes d'oppression, ne sont pas du tout affectées par ces deux discours. Ça continue à rouler business as usual derrière, pendant que dans les médias, spectaculairement, nous aurons des débats, d'ailleurs souvent entre ces deux positions-là. Dans les journaux, on va avoir des gens qui vont se crêper le chignon au nom soit du nationalisme traditionnel conservateur dépolitisé ou, de l'autre côté, du pan-canadianisme rationnel, multiculturaliste, tolérant, trudeauiste, etc. Et ces deux positions peuvent se taper dessus, comme dans un truc de guignol et marionnette. Okay? Ça ne change rien. Parce qu'au fond, il n'y a aucun projet là-dedans de transformation institutionnelle, politique, ni économique. C'est simplement de l'enflure verbale. Bon. Ça, c'est une manière que nous avons de nous exciter collectivement autour de questions qui sont en réalité sans importance et de ne pas, comme dirait Régent Ducharme, nous avons une haine pour tout ce qui veut que nous voulions. Donc, c'est une manière de parler de plein de choses, sauf de l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va transformer les institutions. Puis par institution, je rappelle, pas seulement politique, mais aussi économique. Ça, donc, il y a un débat spectaculaire médiatique entre deux positions polarisées, et ce qui évite de penser la nécessaire synthèse entre questions nationales et questions sociales. Au lieu de les penser ensemble, on les sépare, puis l'un tape sur l'autre. Des gens qui sont férus de questions sociales, de lutte à la pauvreté, mais pour qui l'indépendance, c'est suspect. Puis de l'autre côté, des indépendantistes, mais la justice sociale, ils n'en parlent pas. Évidemment, je caricature, là, mais pour faire comprendre les choses, parfois, il faut grossir le trait, vous comprendrez. Bon. Alors, voici donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est-à-dire construire un projet de transformation institutionnelle et politique, économique, engager la transition vers l'indépendance et aussi la décroissance.
de sorte que nous puissions sauver ce que le capitalisme tend à détruire, c'est-à-dire la vie sociale, la vie culturelle, la vie symbolique, la vie linguistique. Hein, pour le moment, toute cette vie organique, culturelle du peuple, elle ne peut pas être exprimée parce que les médiations institutionnelles, les formes institutionnelles ne permettent pas l'expression de ce tissu social et culturel, mais plutôt l'étouffent doublement, d'abord à cause de la domination politique fédérale, mais aussi à cause de la domination capitaliste. Ceci veut dire nécessairement un projet de transformation institutionnelle qui devra prendre plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il doit aller du niveau local au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et c'est sûr que ça suppose de remettre en question la logique de la mondialisation capitaliste. La mondialisation capitaliste, elle n'a pas profité aux travailleurs du Nord, elle n'a pas profité non plus aux pays du Sud, elle est en échec partout. Simon-Pierre Savard-Tremblay écrivait récemment sur la faillite du libre-échange, vous pouvez peut-être aller lire ça. Bref, la mondialisation, c'est terminé. De plus en plus de gens de gauche écrivent sur la nécessité de reconstruire des espaces de commun. Par exemple, Pierre Dardot et Christian Laval, en France, écrivent sur les communs. Plus proche de nous, ici au Québec, mon camarade, mon ami Jonathan Durand-Folco, qui a écrit un livre sur la ville, inspiré de Murray Bookchin, sur l'importance de rebâtir des institutions de proximité pour l'autogouvernement. C'est absolument essentiel. Michel Freytag appelle ça le nouveau partage de la souveraineté. Le nouveau partage de la souveraineté, c'est une capacité d'emboîter les différents échelons de la souveraineté, du local à l'international, en passant par le national, le régional. Hein, tous ces échelons doivent être emboîtés entre eux selon un principe de subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui peut être décidé au niveau local doit l'être. Mais évidemment, il y a plein de questions qui ne pourront pas l'être, et donc ça va devoir être saisi au niveau supérieur. Donc, il faut bien sûr penser ces formes d'autogouvernement de proximité, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi penser la souveraineté au niveau national, ce que j'appelle la création d'une république décentralisée du Québec, une république fédérative. C'est-à-dire que, notamment pour nos régions qui aujourd'hui sont laissées en friche, comme la Gaspésie, il faut essayer de penser donc une république décentralisée dans laquelle le maximum de pouvoir au niveau local, d'auto-organisation de proximité, ce qui a le bénéfice aussi au niveau écologique d'être bon, parce que quand on décide sur une base de proximité, on peut prendre des décisions plus rationnelles en ce qui concerne l'alimentation, donc la souveraineté alimentaire. Donc, ce n'est pas seulement la souveraineté, c'est les souverainetés, notamment la souveraineté alimentaire, le rapport au territoire, les régions aussi. Bon. Donc, un projet de république décentralisée ou fédérative. Ce programme a été résumé récemment dans un texte que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Le Manifeste québécois pour la démondialisation ». Vous le trouverez sur www.démondialisation.québec. Je vous résume ce texte en 4 points. Ce texte qui avait été écrit par Simon-Pierre Savard-Tremblay, moi-même et Jonathan Durand-Folco, mais qui était co-signé par beaucoup d'autres personnes. 4 points. Démondialiser, ça veut dire sortir de la mondialisation, remettre en question le libre-échange, etc. 2, récupérer la souveraineté, la capacité de décider. 3, engager une transition économique écologique vers une société plus juste. Et 4, le fait de démondialiser, ce n'est pas se replier sur soi-même et se fermer au monde, donc partir de là pour rebâtir des relations internationales qui seraient fondées sur autre chose que la guerre économique, des relations internationales basées sur la coopération avec d'autres sociétés. Hein, on pourrait appeler nos amis catalans, puis plein d'autres, puis on pourrait faire des trucs avec eux. Et elle, voilà. Donc, ce projet que j'appelle République indépendante, et on pourrait l'appeler éco-socialiste du Québec, doit aussi être pensé en partenariat avec les Autochtones, qui ont, comme je le disais tantôt, peut-être même d'une manière encore plus apparente et plus violente, hein, eux aussi subissent les effets de la domination coloniale canadienne. Ce n'est pas nécessairement facile, mais on pourrait découvrir, si on leur porte un peu de respect, qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'ouverture que l'on pense à discuter de certaines questions. Et notamment la question de comment ils peuvent reconstruire leur propre souveraineté et comment nous pourrions peut-être travailler à une république en partenariat avec les Autochtones. C'est d'ailleurs ce qu'évoquait Gabriel Nadeau-Dubois quand il a été assermenté. Hein, il disait « Je prête serment à la reine jusqu'à temps qu'on soit une république indépendante du Québec en solidarité avec les Autochtones. » Bon. Cette république aurait le mérite de régler à la fois la question nationale et la question sociale, puisqu'elle serait une république sociale. Et donc, elle réglerait à la fois la domination politique, mais aussi l'aliénation économique. Parce qu'au fond, à travers la démarche constituante, on mettrait en place ce processus de démocratisation non seulement politique, mais également économique. Évidemment, ici, on rêve en couleur, hein, c'est-à-dire qu'on évoque ce qui serait, comme je le disais tantôt en citant Platon, le souhaitable. Si nous descendons, maintenant qu'il me reste 5 minutes, si nous descendons maintenant davantage sur le terrain du réalisable, malheureusement, la situation n'est pas drôle.
C'est-à-dire qu'avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'embûches qui se dressent devant nous, mis à part le contexte général de dissolution du politique et d'abandon de la capacité de décider en des mécanismes impersonnels, des systèmes, etc., à l'échelle mondiale. La période postmoderne est une période de fin du politique. Donc, nous nous battons pour ressusciter le politique, pour reprendre contrôle sur nous-mêmes dans une ère qui semblait vouloir en finir avec ça. Alors, est-ce que nous allons réussir? C'est un sacré pari. Mais bon, j'en vois pas d'autres, donc il faut quand même essayer de faire ça. Nous avons donc une série d'embûches devant nous. Le premier, c'est ce que je disais tantôt, nous avons un débat médiatique spectaculaire qui, comme disait Chantal Mouffe, construit un clivage nous-eux entre nous et les nouveaux arrivants, principalement arabo-musulmans, comme si c'était ces gens-là qui étaient la source de nos problèmes et non pas le 1% et les capitalistes qui, partout dans le monde, pas seulement au Québec, font la guerre à l'humanité. Et donc, nous avons ce problème d'un discours. On allume TVA où on ouvre le Journal de Montréal et, sauf exception, nous trouvons généralement des écrits et des propos qui n'aident pas à notre compréhension de nous-mêmes, mais maintiennent le peuple dans une lecture erronée de la situation où le clivage, le peuple est construit sur un clivage, nous-eux, mais qui cible le mauvais responsable, c'est-à-dire les immigrants, plutôt que de cibler la classe dominante capitaliste. Vaste problème. Nous avons, bien sûr, ce n'est pas le seul problème, nous avons d'autres problèmes. Nous avons aussi un certain discours de gauche que Hubert Aquin dénonçait déjà à l'époque dans La fatigue culturelle du Canada français lorsqu'il critiquait Trudeau, des gens qui pensent qu'au fond, on appartient à l'humanité entière et qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une collectivité nationale. Alors, contre ça, il faut montrer, c'est une pédagogie à faire, que nous ne pouvons pas réaliser la liberté par un saut, où finalement je me libérerais soit comme individu ou comme membre de l'humanité mondiale. Michel Chartrand disait la même chose. Ce n'est qu'à travers la médiation d'une communauté, d'une culture globale nationale que j'appartiens à l'humanité. L'humanité est structurée en corps politiques différenciés, qui ont chacun leurs caractéristiques, leur culture, puis d'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Et donc, c'est par le détour de l'inscription dans une communauté politique que se réalise ma liberté. Donc, la condition de la liberté, c'est pas comme pensait Trudeau, supprimer les nations. Trudeau, il disait, les nations, ça mène à la haine. Aquin répondait, non, le problème, c'est l'inégalité entre les nations. Mais si nous créons l'égalité entre les nations, elles peuvent ensuite avoir des rapports entre elles, qui sont des rapports de peuple à peuple, qui est exactement la logique qu'il faut avoir avec les Autochtones, d'ailleurs, une logique de collaboration de peuple à peuple. Et puis quand on dit peuple, ça n'a rien à voir avec une base ethnique. Ça fait des années que le mouvement indépendantiste a une compréhension politique et culturelle, linguistique, de ce que c'est que le Québec. Et donc, comme disait Pierre Bourgault, qu'est-ce qu'un Québécois? Toute personne qui assume le passé, le présent, l'avenir du Québec. Peu importe d'où il vient, in the first place. Bon. Mais le problème va encore plus loin et dépasse notre élite médiatique et le discours qu'on peut lire dans nos médias et concerne le peuple lui-même. Ça fait plusieurs années que le peuple a été soumis à cette mauvaise pédagogie qui est celle des médias de masse. Platon disait qu'une bonne politique, c'est une pédagogie qui rend le peuple meilleur. Or, une mauvaise pédagogie rend le peuple plus mauvais. Et nous sommes donc, depuis plusieurs années, dans une mauvaise pédagogie. Ça répond peut-être un peu à votre question de tantôt, là. Je pense particulièrement à la CAQ. Nous nous apprêtons à voter pour un parti qui s'appelle la CAQ. Le Québec moderne était bâti sur deux idées, l'indépendance, la social-démocratie. Qu'est-ce que c'est la CAQ? Le reniement de ces deux idées, c'est-à-dire l'indépendance, c'est des chicanes, on ne veut plus en entendre parler, les gens sont tannés. Et, de l'autre côté, le reniement de la social-démocratie, parce qu'on va embrasser le capitalisme, on va devenir le Silicon Valley du Nord. C'est ce que disent la CAQ. Donc, la dénégation des deux idées fondatrices de ce qu'on appelle le modèle québécois, c'est ce pourquoi nous nous apprêtons collectivement à voter, comme peuple. Alors, la situation est assez dramatique. Que faire dans un cadre comme celui-là? Et c'est bien sûr dû en partie au fait que cette pédagogie a dit aux gens depuis des décennies qu'ils n'étaient plus des citoyens ou des citoyennes, mais des contribuables, des consommateurs, des individus consommateurs de services qui regardent la politique en disant « qu'est-ce qu'il me donne, lui? Okay? Qu'est-ce qu'il va me donner, celui-là? » Donc, une conception instrumentale des choses, une conception clientéliste des choses. Et ça fait le néolibéralisme depuis les années 70 que ça roule, cette affaire-là. Ça fait 50 ans de matraquage intellectuel que les gens subissent. Alors peut-être pour terminer, puis ça répond un peu à la question qui était posée tantôt, Gramsci, le penseur marxiste italien, disait qu'avant de gagner politiquement, il faut d'abord gagner la bataille de ce qu'il appelait l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire la bataille des idées. Il y a tout un travail de pédagogie qui doit être fait. Si nous retenons cette phrase de Platon qu'une bonne politique est une pédagogie qui améliore le désir du peuple, qui corrige le désir du peuple, et peut-être devrons-nous donc, je ne dis pas peut-être, nous devrons court-circuiter les médias de masse. Parce qu'actuellement, au Québec, il y a tout un bouillonnement qui se déroule, comme disait Paul Clich à la radio l'autre fois. Paul disait, il y a un grand bouillonnement, mais on ne le voit pas.
parce que dans les médias, il n'est pas reflété. Et donc, nous devons aller directement au peuple. C'est ce que Proudhon appelait la démopédie. La démopédie, c'est la pédagogie démocratique qui donne au peuple le désir de son propre autogouvernement. Cette république-là, elle ne peut pas naître de transformation institutionnelle, à surmonter l'aliénation politique, l'aliénation économique. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'abord au niveau subjectif, chez le colonisé, la colonisée, le désir de surmonter sa propre aliénation. Et malheureusement, il y a beaucoup de forces qui travaillent contre ça, notamment, comme je le disais tantôt, notre propre psyché collective. Je me rappelle un collègue qui donnait un cours sur le film La Matrice. Le film La Matrice avec Keanu Reeves. Il disait, le but, c'est de sortir de la matrice. Puis un étudiant qui dit, mais pourquoi si on est bien dedans? Alors là, on est confronté à quelque chose d'assez troublant, c'est qu'au fond, il peut y avoir une absence du désir de liberté. Et après tout, c'est le Canada, ce grand Tim Hortons à ciel ouvert où on danse le Bhangra sur les côtes de Terre-Neuve, c'est plutôt agréable. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait, au fond, se priver de... Bon, vous voyez, donc là, on a un problème qui, à la base, ça suppose une transformation de la subjectivité. C'est une transformation éthique de la subjectivité. Nous avons un problème aussi parce que cette transformation de la subjectivité, non seulement elle relève d'un problème médiatique, d'un problème de pédagogie politique, un problème aussi dans l'éducation. Je n'ai pas le temps d'en parler, malheureusement, je vais terminer. Mais la marchandisation de l'éducation est un autre problème. Mais pas seulement la marchandisation, le fait que l'université est colonisée de plus en plus par une culture anglo-saxonne américaine. Les théories les plus à la mode dans nos universités, même chez les gens de gauche, sont des théories anglo-saxonnes individualistes. Donc, parler de la question nationale aujourd'hui à l'université, c'est généralement quelque chose qui est mal vu. Tout le réseau scolaire est sous le coup d'une logique de transformation qui vise à le conformer au modèle d'école utilitaire anglo-saxonne à l'américaine. L'université globalisée des États-Unis se répand partout, mais ce n'est pas juste l'université, c'est tout le réseau qui en souffre jusque dans le primaire, dans l'adaptation à la technologie, etc. Je n'ai pas le temps de parler de ça, ce sera peut-être période de questions, mais il y a un grave problème dans l'éducation. Et donc, nous devons mener cette opération pédagogique sur plusieurs fronts, c'est-à-dire non seulement défendre nos institutions d'enseignement public, les reconstruire là où elles ont besoin d'être reconstruites, mais plus encore, mener une opération de pédagogie politique qui va exiger de court-circuiter les médias de masse pour aller directement au niveau local vers les gens. Je termine, je rassure ma collègue, j'ai dépassé de 2 minutes. Je termine en vous disant simplement ceci. Si nous oublions une des dimensions de l'aliénation, donc si nous ne combattons pas ensemble pour la liberté politique et la liberté économique, nous aurons une liberté soit incomplète ou une illusion. La manière de sortir du pourrissement de l'histoire, de faire naître le désir de transformation non seulement de soi-même, mais des instances politiques, des institutions politiques et de l'économie, ce désir suppose de transformer l'hégémonie culturelle. Pour créer ce désir chez les gens, il faut transformer l'hégémonie culturelle. C'est un défi plus que politique. C'est un défi de changement profond des mentalités. Nous travaillons contre des décennies de sédimentation, et donc c'est un changement qui ne se fait pas rapidement. C'est un changement qui se fait très lentement. C'est un défi philosophique, c'est un défi politique. Si nous réussissons ça, nous allons construire non seulement un pays, mais un pays dans lequel il y aura la justice sociale. Un pays en commun. Merci. Dont nous avons participé il y a une couple de semaines. On voyait plusieurs parties de l'Europe, du Brésil, nous autres, qui parlaient de nos programmes, nos plateformes maintenant actuelles pour une élection. Mais quand est-ce que nous parlons du calendrier et de l'évolution de notre programme de formation, d'éducation et le devoir d'intégrer ça stratégiquement dans la transformation de nous autres comme participants et dirigeants dans la population. Alors, merci. Exact. Je vais prendre plusieurs questions, en fait, puis je vais peut-être répondre après. Donc, peut-être monsieur tout de suite, puis oui, pour éviter de faire de back. Excuse-moi, là. Ah, excusez, pas vu, Yannick, excuse-moi. Ah, bonjour. Ça fonctionne? Parce que la lumière est rouge sur le micro, là, je me posais la question. Mon nom est Yannick Crépeau, je viens de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je voudrais d'abord saluer celui qu'Alain Savard a désigné comme le premier disciple de l'école de Freytag. Tu l'as cité à plusieurs reprises, maintenant je comprends pourquoi.
J'aimerais que j'ai un mot et j'aimerais que face à ce que tu viens de nous dire, OK, qu'est-ce que ça t'inspire, ce mot-là? Et le mot en question, c'est rupture. Oui, monsieur. Hassoun Karam. La gauche est diverse, elle le sera toujours. Je ne pense pas qu'un jour on verra une gauche qui est complètement unifiée. Dans cette gauche, la proposition de Québec solidaire, c'est une sociale indépendance. En fait, le discours hégémonique actuel, c'est qu'on peut séparer les choses dans la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. On peut séparer l'économique du politique, on peut séparer le politique du social, on peut séparer l'économique du social. Le programme de Québec solidaire, par la longueur temporelle qu'il a prise pour se concrétiser, reflète une sorte de troisième choix entre une indépendance d'abord ou une sorte de socialisme universel complètement déraciné des réalités socio-historiques des peuples et des nations. La radicalité que Québec solidaire, en fait, assume aujourd'hui, c'est une radicalité de la liaison. Québec solidaire est en rupture, mais cette rupture, elle relie ou elle permet de relier le politique au social, à l'économique. Et ça prend du courage pour l'assumer. Aujourd'hui, au Québec, le choix hégémonique, souverainiste qui circule, qui est présent, c'est l'indépendance d'abord. Sachant que Québec solidaire est une sorte de troisième voie qui réfléchit précisément sur la République sociale. On pourrait lui donner une connotation politique, et ça aussi, il faut du courage, en disant une sorte de République écosociale. Ça revient à nous, comme membres de ce parti, d'en faire la promotion. La rupture, c'est dans la liaison entre le politique, l'économique et le social. Merci. Merci. D'abord, merci pour les interventions. Je pense que je me réjouis de ça parce que ça veut dire que j'ai été bien compris. La première dame qui a parlé, Patricia, je pense, hein, c'était très bien parce que c'est exactement ça que j'essaie de dire. La question de Chartrand sur la formation politique. Je me rappelle, j'ai une grève de professeurs, nous, l'an passé, au cégep, puis c'était écrit dans le plan de la grève qui était projeté par la CSN. Il y avait le point 4 ou 5, c'était écrit « Formation politique durant la grève ». Je dis « Ah, c'est quoi ça? » « Ah, il laissait faire ça. » Pourquoi laisser faire ça? Ah, avant, dans le temps, on faisait des formations marxistes, mais là, maintenant, c'est plutôt un résidu qu'on met là, mais on ne le fait pas vraiment. C'était peut-être pas une mauvaise idée. L'idée de la formation politique. Le problème des partis politiques, on sait c'est quoi? C'est qu'au fond, ils sont dans l'urgence électorale, ils doivent faire des formations techniques, apprendre aux candidats à poser des pancartes, répondre à des questions, faire des entrevues, l'argumentaire, blablabli. Et donc, tous les impératifs de la machine font en sorte qu'on a des formations très techniques. Sauf que l'élaboration d'une théorie sur la société, hein, comme disait Zizek, les gens disent « don't think, just act ». Lui, il disait « no, we need good theory ». We need good theory. Donc, ça prend une bonne théorie. Les vieux marxistes savent ça très bien. Ça prend une bonne théorie de la société pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, si on n'a pas une bonne analyse théorique, on ne fera pas grand-chose parce qu'on ne sait même pas où on s'en va. Ça prend une bonne théorie. Mais d'autre part, ça prend une bonne formation politique, non seulement pour les militants et militantes, d'une part, c'est un sorte de two-step flow, mais idéalement, ça prend une formation politique de toute la population elle-même. C'est peut-être ça la force du mouvement indépendantiste des années 60. Boutillette dit, avant, les gens pensaient qu'ils étaient Canadiens-Français. On leur a enseigné autre chose. On leur a dit, vous êtes des Québécois et des Québécoises. Et on leur a donné un nom. Et à travers ce nom, ça leur a ouvert une porte pour une autre intelligence d'eux-mêmes. Ça leur a dit, on peut se voir autrement. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'assemblées de cuisine, il y a eu beaucoup de... Et donc, il y a eu un travail pédagogique. Hein, il y avait René Lévesque à point de mire avec un crayon qui disait la nationalisation de l'électricité. On enseignait aux gens. Alors moi, je pense que ce travail de formation politique, il est fondamental. Non seulement pour les membres de Québec solidaire, mais aussi pour les électeurs eux-mêmes et elles-mêmes. Parce que qu'est-ce que c'est le problème de la politique aujourd'hui? Non seulement l'urgence et l'électoralisme, mais aussi le caractère spectaculaire de la chose. Tout le monde passe dans la boîte à images, parle 5 secondes de son programme, puis par la suite, on demande aux électeurs, électrices, consommateurs de choisir entre un branding ou l'autre.
Nous, la rupture, c'est peut-être ça la réponse. C'est que nous devons entrer en rupture, non seulement avec l'ordre dominant, avec tout ce qu'il y a, mais aussi en rupture avec cette façon de faire les choses. On ne pourra probablement jamais gagner à ce jeu-là. Ou alors, ça va prendre très, très longtemps. Si nous nous contentons, au fond, de proposer notre option parmi une palette d'autres options, puis attendre que spontanément, les gens s'aperçoivent que, hein, comme disait l'autre jour, « Écoutez-nous, c'est nous qui est bon. » Mais ça fait 50 ans que les gens se font dire autre chose. Les néolibéraux, là, comment ils ont gagné? Ce n'est pas une théorie du complot, il faut juste lire sur l'histoire du néolibéralisme. Quand Hayek écrit Road to Serfdom, après, ils fondent l'Institut du Mont Pèlerin en Suisse. Ils se rassemblent avec d'autres intellectuels, puis ils disent comment est-ce qu'on va gagner la bataille des idées? Parce que tout le monde, à l'époque, pensait que c'était la social-démocratie, le gouvernement, les services publics, c'était ça qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'on va gagner la bataille de l'opinion contre la social-démocratie pour montrer que c'est le néolibéralisme qui est le meilleur? Ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont utilisé les armes de la gauche contre elle-même, c'est-à-dire la question de l'hégémonie. Ils ont réussi à gagner dans les mentalités. Hein? Et donc, partout maintenant, les batailles que nous avons sont d'abord des batailles de culture. L'exemple de la hausse des frais de scolarité est très évident. La bataille de 2012, c'est un enjeu entre deux types de discours qui s'affrontent. Il y en a un qui dit l'école est un service public dans une république, ça appartient à tout le monde, c'est gratuit, c'est carré rouge. Puis l'autre, de l'autre côté, vous avez un discours néolibéral qui dit au contraire, ça appartient au bénéfice de l'individu, c'est une révolution culturelle. Raymond Bachand avait dit ça, c'est une révolution culturelle. C'est une autre manière de voir les choses. Donc le néolibéralisme, ce n'est pas seulement une domination politique ou économique, c'est aussi un changement de logiciel culturel dans la tête des gens. C'est une autre hégémonie. Et donc, pour battre l'hégémonie, bon, il y a toutes sortes de stratégies, c'est-à-dire que actuellement, ce qui est à la mode, c'est la stratégie populiste. Qu'est-ce qu'on fait Podemos? Qu'est-ce qu'on fait en Mélenchon? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de déplacer le clivage, construire un peuple, comme le dit Chantal Mouffe, plutôt que de faire le clivage nous-eux avec les immigrants, c'est de le faire contre le 1 contre les riches. Mais ça suppose toute une série de pirouettes parce qu'au fond, dans le cas de Podemos, ils essaient de ne pas trop dire qu'ils sont de gauche parce qu'on ne veut pas heurter non plus l'électorat. Donc là, à mon avis, ça pointe vers la solution, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est commode de se contenter d'actions médiatiques ou de discours populistes qu'on dirige vers les gens, mais ça reste encore une manière de ne pas leur parler véritablement. Mais leur parler véritablement, c'est extrêmement long. Ça veut dire aller absolument partout physiquement sur le territoire et prendre beaucoup de temps pour entamer une pédagogie inverse. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais donc, évidemment, pour la prochaine élection, ça ne donnera pas nécessairement de résultat. Ben, quoi, ça pourrait en donner, on pourrait être surpris. Mais on s'inscrit dans un travail de beaucoup plus longue haleine, qui est une bataille profonde de transformation des esprits pour essayer de réhabiliter l'idée du commun puis de la politique dans une période qui l'a liquidée au nom de l'individualisme consommateur puis de la dissociété. Donc là, nous avons un travail colossal à faire. C'est littéralement de reconstruire une pédagogie de la société. D'où le fait que Freytag est absolument important, vous en avez parlé aussi. À mon avis, les théories les plus importantes au Québec, c'est celle de Michel Freytag. Malheureusement, elle est difficile à lire, elle est difficile à comprendre, donc il faut faire beaucoup de pédagogie à cet égard-là aussi. Mais nous avons, en fait, mon livre, là, c'est un retour dans notre propre tradition sociologique et philosophique et politique. Nous avons plein d'idées très importantes, mais souvent, elles sont oubliées. Marcel Rioux, qui parle encore de Marcel Rioux? Donc, nous avons un riche héritage théorique à mobiliser, mais souvent, nous ne nous en servons pas. Et donc, si on demande qu'est-ce que c'est la rupture, je termine avec ça parce que je sens qu'il faut que je termine, là. Puis le collègue qui parlait à la fin de la liaison aussi, effectivement, la rupture est là. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque qui sépare tout. C'est vrai, vous avez raison. Une époque qui sépare tout. Qui sépare les individus de la société, l'économie du politique, qui sépare les luttes féministes des luttes antiracistes, qui sépare les écologistes de l'autre côté, qui sépare... Tout est séparé. Et la seule chose qui gagne là-dedans, c'est ce qui a le rôle de faire la synthèse. Ce qui fait la synthèse de la société actuellement, c'est la technologie, c'est l'économie capitaliste. C'est ça qui relie tous ces atomes séparés. Ils sont reliés par un mécanisme de synthèse sociale qui s'appelle le mode de production capitaliste technoscientifique. Donc, comment est-ce qu'on peut changer cette chose? La rupture est là. Il y a un exemple ça vient de l'armée israélienne. L'armée israélienne, à un moment donné, on fait appel à des philosophes qui lisaient Deleuze parce qu'ils voulaient changer leur technique d'attaque. Et les philosophes deleuziens leur ont dit, plutôt que d'attaquer par la porte d'entrée, passez à travers les murs ou passez à travers le toit. C'est-à-dire, allez là où on ne vous attend pas. Et ils ont commencé à attaquer à travers les murs. Bon, évidemment, on ne les aime pas, l'armée israélienne, mais il y a une idée intéressante là-dedans quand même. C'est-à-dire qu'à partir d'une relecture philosophique des choses, on peut trouver des angles d'approche imprévus et surgir là où on ne nous attend pas. Plutôt que simplement jouer notre rôle dans la mise en scène qui est prévue pour nous, c'est-à-dire
faire les élections, se présenter au débat des chefs. Ça, c'est l'espèce de manège. Il faut le faire, bien sûr, il faut occuper cet espace. Mais il faut surgir là où on ne nous attend pas. Et là où on ne nous attend pas, c'est peut-être à ce niveau fondamentalement pédagogique et anti-hégémonique. Mais bon, c'est ce que je propose. Évidemment, ça sera à discuter. Merci.